Alors, j'ai été intéressé particulièrement par l'un des points qui avait été développé dans l'argumentaire qui nous fut adressé, qui consistait une invitation à réviser les représentations habituellement attachées à Vigny, cette fameuse image de la tour d'ivoire. Et pour essayer de traiter cette question, j'ai choisi, on va dire, une solution de facilité, double titre. D'abord, la correspondance, parce qu'il est bien évident que dans la correspondance, on voit l'écrivain plus au naturel, peut-être, dans l'œuvre. Et puis d'autre part, je me suis plus particulièrement intéressé à deux volumes de la correspondance, les volumes 4 et 5 de l'édition actuelle, qui nous montrent un Vigny, homme public, homme dans le siècle. Donc, voilà, il est possible que, le résultat de mon questionnement soit aussi dans le corpus que j'ai abordé. Alors, je débuterai mon propos, j'y viens, par quelques mots que Vigny adresse à Marie Dagout le 31 octobre 1943, après que cette dernière lui a fait part de son désir de le voir. Voici ces phrases. « Si je suis à Paris, qui donc y serait si ce n'est moi? Oui, je suis à Paris. Je suis Paris même, je crois, car il n'y a que moi qui y reste avec autant d'obstination. » Alors, le propos n'a rien d'anodin, me semble-t-il, lorsqu'il va à l'encontre de cette image habituellement véhiculée d'un Vigny, caricatural, d'un homme solitaire dont une partie de l'œuvre thématiserait la distance volontairement prise avec les agitations du siècle, ou pour employer une autre terminologie, peut-être un peu anachronique, de la vie moderne. Alors, être à Paris, c'est évidemment choisir une position un peu plus centrale, c'est occuper le lieu où toutes ou presque convergent, l'endroit où s'entendent et se vivent les soubresauts et transformations du temps, convulsions politiques, controverses littéraires ou médiatiques, événements mondains, urbanisation en marche. Je vais pardonner cet inventaire à l'après-Vert. De manière significative, à son retour en France, au début du 4e volume de la correspondance, après le séjour donc en Angleterre, Vigny retrouve sa patrie tout entière au coup de fusil et au tambour qui constitue la bande-son, si je puis dire, d'une insurrection républicaine. C'est ici, de toute évidence, à Paris, donc que les choses se passent. Être à Paris. Et puis, être Paris. Être Paris, cela revient à se fabuler en homme-siècle, à représenter dans sa personne l'époque tout entière, je songe un peu à Chateaubriand, entendu non dans sa dimension historique, ça ce sera la posture de Chateaubriand effectivement, mais dans le chaos des événements de plus ou moins grande importance qui adviennent sans qu'il soit toujours possible, faute d'avoir le recul nécessaire, de les comprendre. Alors je n'aurai évidemment pas l'ambition, dans le propos qui va suivre, de transformer radicalement les représentations qui sont habituellement attachées à Vigny, mais j'aimerais au moins fragiliser l'image largement construite a posteriori de ce poète en retrait. Et présenter le portrait d'un homme public absorbé par le quotidien, j'envisagerai les choses par un peu le petit bout de la lorgnette, si vous voulez, à l'écoute de la vie moderne et habitant cette ville-monde qu'est Paris. Alors peut-être faut-il dire quelques mots, je serai bref, des préconstruits au travers desquels nous appréhendons le poète. Ils sont véhiculés par la critique, on connaît la responsabilité qu'a Sainte-Beuve dans cette affaire, par l'iconographie qui illustre Éditions Emmanuel. Nous sommes probablement un certain nombre dans cette salle à faire partie de la génération Lagarde et Michard. Et c'est aussi comme ça que nous construisons les images de l'écrivain. Ces préconstruits sont aussi le résultat de textes sus de tout le monde, ou presque, qui composent une sorte d'anthologie des belles pages de l'œuvre que nous avons à l'esprit lorsque nous évoquons Vigny. Et puis Vigny lui-même a tout de même une certaine part de responsabilité dans la chose. Il a contribué, dans une certaine mesure, à ériger sa propre statue, de manière indirecte, dans ses fictions, dans ses poèmes et dans les écrits qui les escortent. Alors, j'aimerais définir donc à grands traits le stéréotype en accordant quelques instants seulement, à la caricature une valeur heuristique. Alors, on obtiendrait à peu près ce portrait, qui est celui d'un grand homme, méconnu, seul et n'importe où hors du monde,
méditant sur l'humaine condition et sortant de temps à autre de son silence pour lancer des prophéties dont il sait, inutile Cassandre, ça c'est du Chateaubriand, que nul n'en tiendra compte. Alors l'admiration que l'on voue à cette figure un peu distante, tenue si l'on peut dire en respect, devient assez vite un prétexte pour émettre un jugement de valeur plutôt négatif. Vigny ferait partie de ces écrivains appartenant à un passé révolu et peut-être étranglés par la forme vieille, comme on le disait de Musset. Dans un système de valeurs qui a longtemps privilégié les chercheurs d'inconnus, il fait figure de grands témoins qui regarderaient passer sans vraiment les comprendre les révolutions. Alors, le discours de bien des connaisseurs n'est pas si éloigné que cela de cette vision très schématique que je viens de retracer. Sainte-Beuve, donc, est, vous le savez, au premier chef responsable de cette légende tenace de la tour d'Ivoire. Les pages qu'il écrit pour la Revue des Deux Mondes, dans la livraison du 15 avril 64, tiennent pour acquis que l'auteur a soigneusement et sciemment construit un ethos, ainsi caractérisé par le critique, je cite Sainte-Beuve, une figure élevée, pure, une image sereine, chaste, éblouissante, austère et sans tache. Alors, de manière très retorse, la statue sera dans le cours de l'article mis à bas. Et c'est en effet sur le portrait d'un Vigny ironique que s'achève le texte. L'ironie étant entendue ici sous son versant exclusivement négatif, une sorte de fatalité qui frapperait d'inanité et réduirait à néant la parole du poète. Somme toute, l'appréciation portée sur l'œuvre est assez largement structurée autour de l'histoire d'un supposé ratage. L'idéal, si ardemment poursuivi, aurait pour nom véritable silence, au mieux, ou au pire, rhétorique. On connaît la fortune de cette vignette. Alors bon, je ne vais pas passer en revue tout ce qu'on a, tout ce que la doxa, si je puis dire, a pu dire sur Vigny. Référez-vous, si vous en avez la curiosité, simplement au récent dictionnaire du romantisme, et vous verrez que la notice qui est consacrée à Vigny, dit somme toute à peu près la même chose. Vigny confondrait, par exemple, symbolisation et allégorisation ou théâtralisation. Je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Alors, on peut répondre donc de deux manières à ce qui ressemble fort à un éreintement. Première manière, elle consisterait à montrer que les écrits de Vigny ont bien cette hauteur de vue que le poète revendique indirectement, en sacralisant la figure de l'écrivain, seul à même de désigner le bon et le vrai. Seconde manière, plus polémique, elle consiste à contester l'implicite sur lequel se bâtit le jugement. Vigny n'est pas ce que l'on dit de lui, ou plus exactement, n'est pas du tout responsable de la légende qui est tout au plus, comme bien souvent, un mirage de l'histoire. Chateaubriand encore. C'est cette deuxième voie donc, que je tenterai de suivre. Comme l'a fort justement souligné Madeleine Ambrière dans les textes de présentation des 2 volumes de la correspondance qui sont à côté de moi, le visage du poète qui se dessine à la lecture des lettres est celui d'un homme engagé dans le siècle et en même temps très accaparé par des soins qu'on pourrait dire domestiques. Alors je ne vais pas opposer ici le grand homme à l'homme privé en robe de chambre et en pantoufles, selon la formule de Léon Séché, mais plutôt esquisser cette image d'un Vigny que la vie moderne intéresse, voire passionne, et qui est loin d'être insensible aux surprises du quotidien. Le terrain n'est pas vierge, vous le savez, et parmi les tenants d'une telle posture christique prennent place au premier rang les éditeurs de la correspondance qui sont particulièrement bien placés pour opposer écrivain réel et écrivain imaginaire. Alors, sur ce dernier point, une précision s'impose, car il ne convient pas de prendre les choses trop naïvement tout de même. Le portrait qui se dessine à mesure qu'on lit les lettres de Vigny est aussi une construction et un effet de lecture. Rien ne permet évidemment d'affirmer que la lettre permet d'accéder directement à l'homme. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En d'autres termes, gardons à l'esprit qu'en tentant de saisir l'auteur naturel, alors que justement, il n'est pas auteur, si je puis dire, ou pas tout à fait, on risque d'être victime des effets de l'art, de ces effets qui tirent leur efficacité de leur très grande discrétion. J'ajouterai également vous le savez, on peut prendre la pause lorsqu'on s'adresse à ses proches. Et le soin qu'a pris Vigny à se constituer en archiviste de lui-même, en conservant les courriers qu'il envoyait, ceux qu'il recevait, doit nous alerter sur le statut un peu incertain d'un ensemble qui n'est pas à proprement parler une œuvre, si on prend les choses de manière rigoureuse, mais qui y ressemble quand même par certains aspects.
Alors, de la diégèse des petits ou gros tracas que la correspondance accueille, il ne sera guère question dans mon exposé, pas plus que des relations entre les protagonistes de l'échange. J'aimerais en revanche rendre compte de ces notations qui témoignent chez Vigny d'une attention au quotidien. L'écriture de l'intime, si on prend la notion d'intime de manière un peu paradoxale, en l'envisageant sous l'angle d'une mise en mots qui, somme toute, revient à une négation de l'intimité. Si je dis l'intime, il cesse de l'être parce qu'il est socialisé et rationalisé. Eh bien, cet intime peut s'organiser, à mon sens, autour de trois pôles. Il y a ce qui ne doit pas être dit, parce que c'est honteux, ça ne convient pas aux normes sociales. Ce qui ne peut l'être, parce qu'il y a trop plein d'émotions, mais aussi ce qui n'est pas digne de l'être. Et c'est de cela dont je vais parler maintenant. Dans cette dernière catégorie prend place la liste des détails qui provoquent chez le lecteur une réaction d'agacement ou d'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on me raconte cela qui n'a strictement aucune importance, qui ne signifie rien, qui pourrait aisément être biffé sans qu'aucune information ne soit perdue. Bon, il va sans dire que la lettre n'est pas censée obéir à l'art de choisir et de cacher. Elle peut, à l'instar de la conversation, tourner au bavardage, et la connivence que suppose nécessairement l'échange épistolaire rend difficile la saisie de l'inessentiel, qui est parfois capital pour les intéressés. Ceci posé, essayons malgré tout d'observer quelques-uns de ces motifs qui donneraient par avance raison à l'adage de Pérec, selon lequel il faudrait non pas noter l'exceptionnel, mais ce qui ne l'est pas. L'enjeu de cette première enquête consistera donc à esquisser le portrait de cet homme qui est loin d'être insensible aux petits hasards que procure le monde, à qui ne le soumet pas entièrement au pouvoir de l'imagination ou de la raison. Ce que je vais dire va paraître bien banal. La correspondance contient évidemment des échanges sur le temps qu'il fait, et le passage des saisons, une journée brûlante, un ciel bleu comme en Italie, des arbres déjà verts, les lilas en bouquet. Tout ceci fait partie du quotidien de l'épistolier et doit être partagé avec qui n'est pas sur place pour éprouver les mêmes sensations. Mais c'est un peu se dire tout de même que de parler ainsi à propos de rien, de tout et de rien, ou au moins ponctuer son propos d'éléments qui permettent à l'absent de se représenter concrètement la scène de l'écriture. Alors n'accordons pas peut-être à ces éléments plus de place qu'ils n'en ont. On pourrait certes affirmer que pour Vigny, le climat de Paris est le plus souvent meilleur que celui de la campagne. Bon, nous en avons une preuve toujours pleine de pluie, et que par conséquent les considérations anodines sur les météores entrent dans la construction de ce parallèle récurrent par lequel sont pesés les mérites comparés de la ville et de la nature, cette dernière faisant l'objet d'attaques incessantes et souvent assez drôles, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Alors, rien n'est plus prévisible également que l'association entre climat et petits ou gros ennuis de santé. La correspondance est particulièrement prolixe sur ce dernier chapitre. Vigny a beau écrire quelque part dans la correspondance qu'il se réfugie dans ce que la philosophie et la poésie ont de plus abstrait, et il ne peut s'abstraire en même temps de ces petits riens dont l'existence est aussi faite. Bien plus, il semble que l'accessoire, petit détail qui a priori ne signifie rien, permet de mieux atteindre l'essentiel, ou plus exactement que ce dernier, l'essentiel, l'accessoire, serait sans le premier, l'essentiel, inaudible. Quelques mots de Vigny. J'ai entendu dans ma vie 79 tragédies, drames ou comédies, en jouant avec un canif, un bilboquet, une balle, un chien, un chat, un encrier, les cheveux d'un enfant, une bougie, une lampe ou un oiseau, et je n'en écoutais que mieux. Acceptons quelques instants, sans céder par trop à l'esprit de sérieux, de lire la phrase que je viens de vous livrer comme une sorte de manifeste vantant le contraste nécessaire entre deux lignes mélodiques, entre les heures de pointe de l'existence, Pérec encore, et les futilités qui font apprécier la réalité du réel. Un autre leitmotiv scande la correspondance de Vigny en nous rappelant de manière incessante que la vie quotidienne est contrainte par l'horloge, ou par la cloche. L'écrivain a un jour, il est le mercredi qui contraint son emploi du temps, il est particulièrement précis quant aux horaires de ses rendez-vous et pratique volontiers à ce sujet l'autodérision. Mardi, je prophétise chez vous à 9h33. Cette vie qu'on pourrait dire mondaine, et l'écriture de lettres en est à la fois le symptôme et le moteur, oblige à voir Vigny un homme public, au carnet d'adresses bien garni et fréquentant différents cercles, en prenant très au sérieux
ses obligations. Alors bien sûr, les codes sociaux en usage dans la période et le milieu que fréquente l'écrivain ont leur part de responsabilité dans l'impression qui se dégage à la lecture des lettres d'un tourbillon incessant de visites, de réponses à des sollicitations, des demandes formulées, etc. Reste cette interrogation un peu naïve, que je formulerai quand même pour ne pas succomber au syndrome de la lettre volée. Quand Vigny travaille-t-il ? De fait, qu'il s'agisse d'opérations de communication, de soucis domestiques, d'interventions sur la scène littéraire, d'entretiens galants, la correspondance oblige à accorder foi au portrait d'un homme pressé qui ne consacre pas exactement son temps au seul soin de la méditation et qui écrit ses ouvrages la nuit. Voici la réponse. Il va sans dire, mais il s'agit là d'une topique qui envahit bon nombre de correspondances d'écrivains, que l'écriture des lettres fait elle-même partie de la série de ces éléments qu'on dit aujourd'hui chronophages et qui concurrencent l'œuvre. Il faut lutter pour être à jour dans son courrier et rester dans le tempo. Vous attendez impatiemment la fin de ma communication pour aller consulter votre mail à l'estaminet. Restez dans le tempo, donc, quitte à constater amèrement la fuite de ces heures un peu vides qui détournent les poètes de sa mission. La séquence suivante, extraite d'une lettre adressée à la marquise de Lagrange, est vraisemblablement l'expression d'un désarroi véritable, même s'il ne faut pas exclure que Vigny y prend aussi la pause. Voici ce qu'il lui écrit en fin décembre 40. À peine ai-je le temps de crayonner les esquisses des tableaux sans nombre que je rêve. Il faut m'occuper d'odieuses correspondances et d'affaires dont je devine la science que je n'ai jamais eue, à l'aide du bon sens que j'évoque en moi et que j'applique à cela avec douleur. Mes poèmes et mes drames sont épars, ça et là, et tout brisé avec mes romans commencés. Ils ont tous une aile déchirée ou un pied inachevé, comme des vers à soie qui ne peuvent s'envoler. Le tourbillon des grandes villes, la formule de Vigny, emporte donc tout sur son passage, sans qu'il soit toujours possible de faire le départ, alors qu'on se trouve pris, comme la salamandre dans le feu de l'action, entre ce qui a de l'importance et ce qui en est dénué. Une malle trop lourde, que Vigny a voulu soulever, et cause qu'il doit garder la chambre. Une lecture par bocage de la Lucrèce de Ponsard l'oblige à différer un rendez-vous. L'aménagement du Mangiro requiert son attention. Bref, je ne vais pas poursuivre cette liste. L'inventaire pourrait être complété et les lettres autorisent à reconstituer la vie bien remplie de cet homme happé par une multitude d'obligations de plus ou moins grande importance. Et c'est le roman d'une vie, rien d'étonnant à cela, qui s'écrit, qui se forme à la lecture, mais c'est un roman on ne peut plus réaliste, dont le héros est certes un professionnel de l'écriture qui entretient avec son confrère des liens suivis, mais aussi un homme qui est loin d'être exclusivement tourné vers les choses de l'esprit. Toute correspondance, dira-t-on, fait descendre l'auteur de son piédestal. Mais peut-être, mais il y a chez Vigny un tel décalage entre la légende, si je puis dire, et l'histoire, qu'il valait peut-être la peine de consulter quelque peu l'agenda de l'homme public et privé. Alors des lignes de force apparaissent évidemment pour la période qui m'occupe, la succession Bunbury, bon, je parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui est un feuilleton hallucinant, le rôle de garde-malade qu'il occupe auprès de Lydia, le combat académique évidemment. Mais ponctuellement, la correspondance est aussi une espèce de chronique de l'époque avec tout ce que peut avoir de disparate un tel tableau. Alors, la saisie du monde réel, dans ce qu'il a de plus trivial, je viens d'essayer d'en parler, se double chez Vigny d'une attention particulière à ce que j'appellerais donc la vie moderne. Vigny, je crois, n'est pas un nostalgique. S'il lui arrive de consigner les petits détails qui s'imposent à l'observateur acceptant de s'immerger dans le quotidien, il est attentif particulièrement à ceux d'entre eux qui renvoient la rumeur du siècle. Vigny épistolier est bien de son temps, et ce dernier, comme le disait La Fontaine à propos d'un autre siècle, n'est pas à ses yeux sans mérite. Nous avons tous à l'esprit une certaine condamnation du chemin de fer que l'auteur partage au demeurant avec la quasi-totalité de ses contemporains, des écrivains. La correspondance fait écho à l'œuvre poétique en répétant sur un mode mineur ce lieu commun aux accents peut-être passéistes. Mais Marie Dagout n'a peut-être pas tout à fait tort lorsqu'elle écrit à Vigny la phrase suivante, qui évoque quelques vers, les vers de la maison du berger. « On ne dira pas, écrit-elle, que vous êtes le poète du passé, vous qui découvrez la poésie de l'industrie et des machines et du charbon, etc. »
Alors, de fait, Sévigny tient le compte des catastrophes ferroviaires, celle de Meudon en 42, celle aussi également de New Cross en 44. Il demande, dans le même temps, au marquis Édouard de Lagrange de faire partie du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer d'Orléans à Bordeaux. Bref, on ne saurait accepter trop rapidement l'idée, le cliché qui ferait de Vigny un contempteur des évolutions de son siècle, se tenant à l'écart du monde comme il va. Le présent ne reste pas à la porte du 6 de la rue des Écuries d'Artois et il vient perturber l'empire des habitudes de chaque jour. Il est évidemment en premier lieu ce présent, celui de la République des lettres, dont Vigny est un citoyen actif. Lui qui suit avec attention, une attention méticuleuse, la publication de ses œuvres, les représentations de ses pièces de théâtre, lui qui entretient avec le patron de presse Bulloz une correspondance régulière, à propos de sa collaboration à la Revue du Deux Mondes. Il est bien sûr en relation avec ses pairs, notamment, mais pas exclusivement, à l'occasion de ses candidatures à l'Académie. On lui envoie des ouvrages, il adresse les siens à quelques proches. Bon. On sait également le combat charitable et très attentif qu'il mène en faveur de poètes indigents. On peut penser ici à Charles Lassailly, qui l'accompagne jusque dans la folie, hein, et puis le combat plus public qu'il entretient en faveur de la propriété littéraire. Alors ce tableau de la vie littéraire qu'on peut retracer en lisant les lettres une par une, est à peu près exempt de considérations théoriques, si l'on accepte une brève diatribe contre la littérature industrielle, par exemple, et il comporte peu d'appréciations critiques. On chercherait en vain des lettres comme on en trouve comme sous la plume de Flaubert, par exemple, sur la poétique de l'œuvre. Dans l'ensemble, les lettres de Vigny sont factuelles et ce dernier, par ailleurs, ne pratique guère le commérage littéraire. Alors, il est significatif que l'expression que je viens de lire figure dans un billet qui est adressé à Sainte-Beuve qui, en la matière, avait quelques expériences et pratiques. Alors, celui qui écrit sans doute avec quelque amertume qu'il est le moins fécond de nos romanciers et de nos poètes, fait état de rendez-vous manqués. Alors c'est assez curieux. Il n'arrête pas de rater Victor Hugo. Là, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'acte manqué, mais bon. Il nous parle également de couverture mal imprimée qu'il veut faire revoir, de retard dans la livraison de travaux, de projets avortés. Et donc c'est un peu, si vous voulez, par le biais du fait divers que nous pénétrons dans l'atelier de l'écrivain, où au moins l'homme public est tout le temps, est constamment et totalement incarné, si je puis dire. Alors, le même processus, ou peu s'en faut, est à l'œuvre dans la saisie de l'actualité qui, n'en point douter, intéresse au premier chef un homme qui eut, on le sait, envie de jouer un rôle politique. Vigny lit la presse, il y écrit également, on en parlera demain, et ses lettres sont pleines des faits, petits ou grands, qui alimentent la chronique du temps. Pour vous prouver que je ne parle pas au hasard, je livre quelques exemples. Il tient des propos très hostiles à la politique belliqueuse de Thiers. Il participe à une souscription en faveur des victimes des crues du Rhône. Il s'enquiert de la conquête difficile de l'Afghanistan par l'Angleterre. Bref, il aime avoir ou entendre dire, à la manière du voyageur, dont c'est le rôle, qui se rend sur le terrain pour faire part de son expérience et connaître les pays qu'il visite. Qu'on en juge. Il demande à un ami, résidant au rond-point des Champs-Élysées, une fenêtre pour assister avec Lydia au cortège organisé le 15 décembre 1840 à l'occasion donc du retour des cendres de Napoléon. L'anecdote n'est pas dénuée d'intérêt. Elle nous permet de faire de Vigny un témoin de son temps, avec ce que le mot revêt d'engagement personnel, de participation au cours des choses, sachant bien évidemment que l'on ne choisit pas toujours son époque et qu'on peut appartenir malheureusement à une génération qui était prête à prendre l'épée au moment même où la France la remettait dans le fourreau. Lorsque l'histoire se dérobe, quand l'époque n'a plus rien d'épique, on est bien contraint de se contenter de la chronique. Mais au lieu de choisir une posture de retrait ou de surplomb, Vigny persiste à rester, comme l'écrivait Sartre, dans le coup. Il n'est ni Vestal ni Ariel. On est très loin, encore une fois, de l'image de la tour d'ivoire. Alors le roman d'une vie est alimenté évidemment, enfin et surtout, par la multitude des rencontres dont on sait qu'elles forgent en profondeur notre être. Alors je ne saurais dresser ici une typologie exhaustive des cercles que fréquente Vigny, ni des sujets qu'il aborde avec ses correspondants. Nous sommes bien conscients que la nature des conversations que nous avons avec tel ou tel dépend étroitement de la position qu'occupe autrui,
dans les sphères sociales et privées. Avec le député Édouard de Lagrange, Vigny parlera de préférence affaires ou politique. Avec la marquise, sa femme se tient un dialogue plus personnel, oscillant entre badinage et confidence. En parfait homme du monde, l'épistolier sait adapter son allure à la relation qu'il tisse avec ses multiples partenaires. Je dois le dire au passage, un des intérêts majeurs de l'édition de cette correspondance, c'est qu'elle nous fait entendre les voix des différents protagonistes de l'échange. Et ça, naturellement, c'est tout à fait essentiel. Donc une comédie aux actes divers se déroule sous nos yeux et montre l'animal social que fut Vigny, prodigieusement attentif à ses contemporains, évoluant dans un univers ouvert sur l'extérieur et les autres. On aurait tort de tenir pour quantité négligeable cette forme de générosité qui le conduit à accepter de bon gré les règles de la vie en société, peut-être parce que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Alors, j'en viens à l'essentiel, à Paris. Paris qui est la ville par excellence, qui est le seul lieu habitable pour l'homme moderne. Alors, à contrario, et je commencerai par là, les lettres sont émaillées de remarques fréquemment piquantes par lesquelles est conspuée une nature hostile. L'éloge de la ville est d'abord conforté ou préparé, comme vous voulez, par des affirmations répétant à l'envi la détestation de la campagne. On est toujours puni de demeurer dans les champs. À Marie d'Agoult et à la marquise de Lagrange, Vigny adresse des diatribes qui sont autant de variations, donc autour de quelques vers de la maison du berger. Un exemple suffira. Jamais je n'ai passé longtemps en tête-à-tête avec la nature sans être saisi d'une secrète horreur, tant j'ai cru lire clairement dans ses dédains. Elle nous regarde comme sa poussière et nous ne cessons de l'accabler de faveurs et de compliments. C'est une glorieuse insolente qui survit à tout le monde. Il vaut la peine, je crois, de lire cette correspondance. Alors faisons la part des choses. Le motif ici a tout d'une private joke qui repose, par définition, sur une série de savoirs partagés. Le poète fait référence ici à l'une de ses œuvres, donc la maison du berger, et il tourne de manière plaisante un compliment ou une requête indirecte qu'on pourrait paraphraser de la manière suivante: vous me manquez, revenez à Paris afin que je puisse vous voir. Reste que pour Vigny, il ne fait pas bon vivre loin des villes. Pour plusieurs raisons. On s'enrhume constamment à la campagne, ce qui n'est pas rien quand on a la santé fragile. Cette campagne inspire une tristesse mortelle, je le cite. Ses beautés sont surfaites et en tout cas inférieures de très loin à celles de la capitale. L'arbre des villes, par exemple, est bien supérieur à l'arbre des champs. Ça, c'est incontestable. Les fleurs des arts, à savoir celles qu'on trouve dans les musées, valent bien celles qui poussent dans les prés ou au bord des chemins. Alors ce badinage, parce qu'il s'agit aussi de cela, bien sûr, et il faut accorder à Vigny un sens de l'humour véritable, peut parfaitement coexister avec une inquiétude d'ordre existentiel touchant à la cruauté d'un monde qui ne laisse aucune place à l'intrus qui voudrait l'habiter. Il est aussi l'occasion de dire avec force la supériorité de la nature sur la culture. Il est donc parfaitement logique que soit, à l'inverse, glorifier la ville et pas n'importe laquelle. Paris. La nature est morte, écrit Vigny, les villes vont renaître, la ville plutôt, la seule ville, la cité romaine qui absorbera un jour toute la vie de la France dont elle est le forum. J'aimerais rappeler également le passage d'une lettre souvent citée qui est adressée à la marquise Édouard de Lagrange. L'étendue triste des horizons muets fait croire que l'on est oublié de l'univers et les hommes paraissent aussi noirs que les cadavres des arbres qui allongent leurs griffes dans un ciel gris et portent des corbeaux méchants. Oui, c'est à présent le siècle des grandes villes. Revenez, c'est ici que l'on vit. Je suis entouré d'amis dont les âmes sont faites pour réconcilier avec nos temps. Aujourd'hui vaut mieux qu'hier, demain vaudra mieux qu'aujourd'hui. Pour un passéiste, ce n'est pas si mal. Une telle affirmation, comme le remarquait Jacques-Philippe Saint-Gérand dans un article consacré au lexique de la ville chez Vigny, oppose la ville comme lieu de l'activité humaine à la campagne, lieu inverse de l'inefficacité et de l'isolement. On trouverait bien sûr, en cherchant, pas très longtemps d'ailleurs, sous la plume de Vigny, des lignes stigmatisant l'enfer et la corruption des grandes cités modernes. Reste l'essentiel, à savoir ce credo en faveur de la vie moderne, située en un lieu, Paris, que l'épistolier désigne explicitement comme étant la capitale du XIXe siècle. Alors, j'aimerais souligner ici que cet espace, tel au moins qu'il est figuré dans la correspondance, ne relève en rien de la seule spéculation. Je viens de faire un geste en direction de nos amis. La ville n'est pas seulement l'avenir de l'homme,
le pivot de la France ou l'axe du monde dont il est question dans le poème Paris, elle est conjointement un territoire habité et pratiqué. Le lien qui se noue entre les êtres, entre les habitants de la grande cité, peut être figuré sur la carte ou plus exactement sur le plan. Pour rencontrer Nodier, par exemple, il faut faire le voyage de l'Arc de l'Étoile à la Bastille. Précisons, Vigny ne tient pas le registre de ses déambulations urbaines et ne rend pas compte des surprises des sens dont le flâneur fait son miel. Il n'est pas non plus adepte du zigzag ou de la promenade au hasard, chez Ragotier par exemple ou à Nerval. Il n'est pas dans son intention, et ce n'est pas d'ailleurs la fonction d'une correspondance, que de composer des tableaux parisiens. La ville en tant que telle ne fait pas l'objet d'une description en règle, même si l'on peut glaner au passage quelques mentions relatives à des détails qui situent et datent le propos. On fait à Paris des cheminées à bascule de tôle. On peut y être victime d'une attaque nocturne. Il faut savoir être sensible au charme du ruisseau de la rue Saint-Honoré. Bien plus sublime que la montagne suisse, par exemple. Bien, l'essentiel est probablement ailleurs. Le trajet qui mène d'un lieu à l'autre est somme toute accessoire. Ce qui importe, c'est la destination, à savoir le domicile de tel ou tel, où se produira la rencontre attendue. Le sien également, le domicile, tout aussi bien dans lequel on reçoit. Et on se prend à rêver du voyageur singulier qu'eût été Vigny, certes attentif aux divers, mais prenant plaisir avant tout à le commenter avec autrui. L'espace chez Vigny est l'écrin de la rencontre, et tout le problème consiste pour lui à créer les conditions de possibilité de la conversation. À ce titre, Paris est avant tout le lieu par excellence d'une sociabilité, mais d'une sociabilité ouverte sur le monde comme il va, dont la volumineuse correspondance est un autre symptôme. Si la grande ville est à ce point vitale pour l'écrivain, c'est qu'elle est le territoire où se croisent les destins de manière quelquefois aléatoire, dans un désordre qui est à l'image de la vie. J'en viens à ma conclusion. La profession de hibou n'exclut pas celle de salamandre. C'est pas de moi, c'est de Vigny. On peut tour à tour occuper des emplois différents, être méditatif et ardemment engagé dans l'actualité la plus immédiate. Il y a chez Vigny un désir d'action qui n'a pas toujours trouvé à s'employer. Le soldat condamné à la paix, l'homme politique privé de mandat, n'ont pas renoncé à vivre pour autant dans le siècle, même si ce dernier ne fut pas toujours à la hauteur. Parallèlement, le point de vue philosophique, l'écrit universel et parfois impérissable, tendent à réduire, ou plus exactement à masquer la contingence. La lecture de la correspondance de Vigny met à jour cette tension, cette contradiction féconde, si vous voulez, entre deux pôles également fondamentaux d'une production plurielle. Est-il possible d'écrire un drame de la pensée qui soit accueillant au débat de l'actualité immédiate ? Je crois qu'une communication a répondu par l'affirmative. Peut-on réécrire l'épopée pour qu'elle soit à même de raconter l'histoire singulière des perdants ? Peut-on entrer dans les coulisses peu ragoûtantes de la gloire ? Blâmer religieusement ? Entrer en toute conscience dans l'ère médiatique en refusant les compromissions. Chacune des œuvres de notre auteur répond, à mon sens, par l'affirmative aux questions très générales que je viens de poser, mais qui ont obtenu des réponses précises dans certaines des communications que nous avons entendues ces jours derniers. Chacune des œuvres de notre auteur répond par l'affirmative à ces questions. En rendant incertaines les frontières, qu'elles soient d'ordre esthétique, politique ou éthique, entre les différents textes. La série des lettres, prise très souvent dans la gangue du quotidien, est un élément non négligeable qu'il faut apporter à ce dossier. Elle témoigne d'une inquiétude ironique quant à la nécessité d'habiter un temps et un lieu. Nous sommes assignés à résidence. Il faut en être conscient et continuer à résister, à essayer de sortir de la prison, quelles que soient par ailleurs les chances infinitésimales de réussite. Et en ce sens, Vigny fut pour sa génération un contemporain capital, il l'est aussi le nôtre, ce qui revient à dire qu'il échappe d'autant mieux à son temps qu'il s'y inscrit franchement en toute conscience. Celui qui s'adresse à Marie Dagout, à Céline Chollet, à la marquise de Lagrange s'appelle bien Alfred de Vigny et ne revendique nullement, par ailleurs, l'impersonnalité volontaire de sa création littéraire. On ne saurait à ce titre tracer une frontière infranchissable entre la correspondance et les textes signés par l'auteur et lancés sur le marché, puisque marché il y a. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à hisser la correspondance au niveau de l'œuvre, et il me semblerait faux de prétendre qu'on y peut lire une épopée du
quotidien. Je me garderai donc d'ajouter aux tristes topiques qui aboutissent à mettre sur le même plan des écrits qui relèvent d'ordres fondamentalement différents, en un moment où la littérature se sépare des discours référentiels pour se réduire peu ou prou à la fiction et à la poésie. Quelle que soit, par ailleurs, l'indéniable beauté de ces lettres, qui font que nous pouvons les appréhender comme des œuvres à part entière, et quel que soit le soin qu'a mis l'épistolier à conserver les minutes d'existence, il n'y a pas chez Vigny ce désir de grandeur qui consisterait à ériger un monument à sa personne, comme Chateaubriand l'a fait, ni même le souhait de raconter avec sa vie une histoire qui serait offerte en pâture au public. Il y a chez lui, je crois, une posture de type aristocratique. Là, je parle, Ceci posé, il est indéniable que la correspondance éclaire certains aspects de l'œuvre qui risqueraient de rester dans l'ombre pour un lecteur pressé et conforte, me semble-t-il, l'analyste scrupuleux qui refuse à bon droit d'accepter l'image beaucoup trop univoque du poète exclusivement occupé du ciel des idées.